L'un des objets les plus précieux du musée national du palais à Taipei est un rouleau peint au XVIIIe siècle sur un support de soie. Il représente la ville de Bianqing, aujourd'hui Kaifeng, dans le centre de la Chine. Au XIIe siècle, sous la dynastie des Song du Nord, elle était la capitale de l'Empire. Le rouleau mesure 35 cm 6 de large sur 11,52 m de long. Dans la campagne, près du fleuve Jaune. C'est jour de fête. La fête de Qingming, ou fête du nettoyage des tombes, a lieu au mois d'avril, au printemps. Les familles se rendent dans les cimetières et honorent les ancêtres. C'est aussi l'occasion de grandes festivités populaires. Foires, pique-niques, spectacles en plein air. La rivière Bienne, un ancien canal relié au fleuve Jaune. Les navires entrés à la voile doivent ensuite être tirés par des groupes de haleurs qui les conduisent jusqu'aux appontements. Ils transportent riz, orge, blé, sorgho, bois, charbon, soie, thé, encens. À ces jonques s'ajoutent des radeaux de troncs d'arbres ou de bambou qui servent parfois de logement aux familles de bateliers. La rivière se divise en de nombreux canaux franchis par des ponts. Les berges sont renforcées ou bordées de saules. Sur les deux rives, des paysans chargés de lourds fardeaux. Les routes rejoignent un grand pont dit pont Arc-en-Ciel. C'est une importante artère commerçante. Au moins une cinquantaine d'échoppes attirent la foule. En continuant à remonter le cours d'eau, d'autres navires. De barques gouvernementales au drapeau jaune frappées de dragons. L'approvisionnement du palais et le retour d'un fonctionnaire en tournée d'inspection. On parvient à la ville cernée d'une haute muraille. Il y a un passage pour les bateaux à droite de la porte principale. Une artère centrale avec des rues perpendiculaires. Résidences et commerces sont mêlés. À l'époque Song, la cité comptait environ 700 000 habitants. Elle était la plus peuplée du monde. Au moment où est réalisée cette peinture, Bianqing n'existe plus. Les peintres la reconstituent en mêlant architecture, costumes et comportements de plusieurs époques. Le mode de description choisi, la vue à vol d'oiseau, permet de montrer la ville en perspective. Une technique importée par les savants jésuites italiens. Tout est dessiné à la pointe du pinceau, à l'encre bistre ou noire. Les surfaces sont ensuite remplies à l'aide de pigments. Le travail est très minutieux. Environ 4000 personnages. Les plus éloignés mesurent 4 mm, les plus proches 1 cm 8. Ce rouleau qui associe un paysage urbain et une multitude de petites scènes de genre est exceptionnel. La peinture chinoise traditionnelle montrait surtout des montagnes et des eaux courantes, avec parfois un personnage en méditation. La rue se termine par un grand portique. Nouvelle porte dans un long mur rose. Elle protège un monde à part, le lac Qingming.
Cette fois, nous sommes dans un univers d'îles et de jardins reliés par des digues et des passerelles. Un décor pour lequel les peintres ont déployé des gammes de couleurs proches du fantastique. Des cerfs en liberté, des rochers aux formes étranges, une végétation très variée, des oiseaux. Seuls de rares personnages élégants fréquentent cet espace. De l'autre côté du lac, l'impératrice, suivie de ses dames de compagnie, s'apprête à monter à bord de la barque impériale. Elle vient de quitter le palais, magnifique assemblage de pavillons édifiés au pied de rochers multicolores. 5 artistes ont signé de leur sceau cette étonnante peinture. Chen Mei, Sun Hu, Qin Kun, Dai Hong et Cheng Chedao. Commandée par l'empereur Yucheng de la dynastie Qing en 1728, elle a été achevée 8 ans plus tard sous son successeur Qianlong. Cette œuvre n'est pas entièrement originale. Elle est la copie magnifiée d'une autre peinture devenue légendaire, celle de Chang Tse-tuan, peintre de renom sous la dynastie des Song du Nord. Il avait réalisé un panorama de Bianqing sur un rouleau de 5,30 m. Une merveille qui fut aussitôt offerte à l'empereur Huizong vers 1125. Peu de temps après, les envahisseurs Qin s'emparent de la Chine centrale. Guerres et dynasties se succèdent. Après bien des aventures, le rouleau revient dans les collections impériales. Pendant 6 siècles, de nombreux peintres ont copié ce rouleau. On en connaît aujourd'hui plus de 50 versions. Au cours des générations, l'image avait pris une valeur symbolique. Un témoignage sur un moment de l'histoire de la Chine imaginé comme paradisiaque. Une évocation du bon vieux temps. Le pont de bois est devenu pont de pierre. Fait étrange, il existe une version sur papier et à peine colorée signée Shen Yuan, datant de la même époque que le rouleau des 5 peintres. Elle ne diffère que par quelques menus détails. Il pourrait s'agir d'une première ébauche. La peinture chinoise traditionnelle était composée sur des pièces de soie ou de papier présentées sous forme de rouleaux. Les rouleaux verticaux pouvaient être accrochés au mur. Les rouleaux horizontaux étaient déroulés puis enroulés par courtes sections. La lecture de droite à gauche permettait de découvrir la peinture par séquences successives, un suspense qui pourrait en faire une sorte d'ancêtre du cinéma. La société chinoise était divisée en classes distinctes. Les paysans cultivent riz, blé, soja et le bambou, matériaux universels. Ils élèvent des buffles, la première force motrice du pays, et bien d'autres animaux, porcs, chèvres, canards, poules. Dans toute la ville, de nombreux artisans. Teinturiers, vanniers, forgerons, encadreurs, orfèvres, tailleurs, menuisiers. Et aussi beaucoup de colporteurs, vendeurs d'eau, d'herbes, d'éventails, d'ombrelles ou de parapluies, de jouets, de sucreries. Les marchands composent la plus importante confrérie. Dès l'époque des Song, les marchés sont ouverts même la nuit. Tous les commerces sont représentés, annoncés par de grandes enseignes. Sur le pont voisine une boutique de tissus du Sichuan, une autre d'astrologie, les 4 gardiens célestes, devant laquelle passe une colonne de moines faisant la quête. Une papeterie,
Une pharmacie à l'enseigne du ginseng, à l'ombre de laquelle un moine s'est installé. Tout près, un pédicure s'affaire auprès d'un client. En face, devant un étal de fruits, un parasol marqué Feng Chuan, miroir du vin. C'est celui d'un devin qui se cache le bas du visage avec son éventail et murmure discrètement sa prédiction à son client. Dans la rue principale, un pédiatre. Un homme amène son bébé porté par un serviteur. Une banque. Une pharmacie. Des assistants placent des plantes à sécher sur l'auvent. Assis devant, un autre employé noue des herbes ou des graines. Un bottier. Un moine ponctue son discours à l'aide d'un gong. Les moines sont nombreux. L'un d'eux pratique la divination avec des blocs oraculaires. Jetés sur le sol, ils traduisent les partages du yin et du yang. Une boutique de fruits secs. Un marchand de vin. Le jour de Qingming est aussi la fête de l'alcool nouveau. Un magasin de porcelaine. Un autre de tissus. Une boucherie qui est aussi restaurant. On y mange du porc et de la chèvre. Devant l'établissement, 2 hommes tuent un cochon. Un vannier tresse des paniers. Plus loin, un antiquaire époussette ses trésors. Bronze, porcelaine, livres. Un marchand de tableaux. 3 lettrés admirent les rouleaux déployés. Les lettrés furent longtemps les seuls, avec les aristocrates, ayant le droit de circuler en palanquin. On les reconnaît à leur robe de couleur. Ils étaient de toute origine. Il leur suffisait d'avoir réussi les examens impériaux qui leur conféraient le titre de fonctionnaire. On les a aussi surnommés mandarins. Sur la maison du premier mandarin, les inscriptions annoncent « Édit de l'empereur, premier à l'examen ». Ce premier mandarin et un adjoint raccompagnent 3 autres fonctionnaires. 2 voyagent à cheval et le 3e en palanquin. Dans Bianqing, plusieurs mandarins possèdent des maisons somptueuses, entourées de jardins avec rocailles, étangs, bosquets, pavillons, galeries. Mais les fonctionnaires salariés par l'Empire occupaient des rangs plus ou moins importants. Quelques serviteurs pour certains, une véritable armée pour d'autres. Les longues tuniques ne doivent pas faire illusion. Les personnages représentés sont surtout des hommes. La présence des femmes est très discrète. La plupart restent à la maison et n'assistent que de loin aux réjouissances. Les dames du palais, épouses, concubines et servantes, sortent en plein air mais à l'abri des regards dans des parcs bien fermés. Les aristocrates et les riches avaient aussi plusieurs concubines. Dans l'un de leurs jardins, des femmes s'adonnent au plaisir de la balançoire, jeu traditionnel de la fête de Qingming. Tous les aspects de la vie urbaine sont exposés. Par exemple, près de la porte, la guérite des gardes municipaux. 2 écriteaux. Protéger la ville, interroger les espions et les traîtres.
plusieurs curieux sur le passage d'un cortège de mariage. Suivi de serviteurs qui acheminent le trousseau de la mariée, des boissons et des victuailles, le palanquin nuptial, rouge, couleur porte-bonheur, est précédé par des musiciens et des porteurs de lanternes. La noce s'avance vers un temple taoïste au portail grand ouvert. Autre trait de la vie quotidienne, la quête permanente de la nourriture. Partout, on mange et à tout moment. Restaurants, échoppes, marchands ambulants, pique-niques. L'eau potable était une des grandes préoccupations des autorités. Les porteurs d'eau sont légion et les puits ponctuent les rues de la ville. La rivière et ses canaux rythment la vie quotidienne. On y navigue, on y transporte des marchandises, on y puise de l'eau pour tous les usages, on y élève des canards, on y pêche, on s'y lave. Nourri par le fleuve jaune au débit capricieux, le Bienne, souvent agité de courants violents, est à l'origine d'incidents fréquents. Des dizaines de haleurs tirent à contre-courant un navire qui menace de percuter le pont. Pourra-t-il être tenu à l'écart à grand renfort de défense, de perche et aussi d'encouragement de spectateurs excités? Amarrés près du grand pont, deux jonques ont apporté du sel depuis les côtes et embarquent du grain. On finit de décharger la première. On charge la seconde en versant directement le grain dans les cales. Les sacs de sel sont acheminés vers un entrepôt du quai voisin. Juste à côté, le bureau de la compagnie de navigation. Intérêt de cette journée particulière, les innombrables spectacles rapportés par les peintres, autant de petits reportages vivants. Une funambule vient de s'élancer sur sa corde, sur le regard d'une foule attentive. Elle s'est installée à l'entrée de la ville, en face du restaurant Chin Lam-ju, l'Orchidée d'Or, dont le patron annonce qu'il sert aussi bien la cuisine du Nord que celle du Sud. Ailleurs, une démonstration de lutte. Un moine jongle avec ses gonds pour épater son auditoire. Autre divertissement apprécié, un théâtre de marionnettes qui attire petits et grands. Un paysan venu en ville avec tout ce qu'il possède, y compris sa basse-cour, fait délier son buffle afin de permettre à sa femme et à sa fille d'y jeter un coup d'œil. Plusieurs montreurs de singes. Et 4 paysannes profitant d'un temps de repos traversent la rue principale en frappant leur tambourin à l'aide de baguettes. Dans la campagne, un théâtre attire la foule. La scène montrée provient de la pièce célèbre Feng Yi Ching, inspirée de la chronique des 3 royaumes. Nous sommes au moment fatidique où la belle Diao Chan est surprise avec son amant. L'opéra chinois ne naîtra que plus tard, mais déjà la déclamation des acteurs est liée à la musique. Flûte et sitar ponctuent la pièce. Les spectateurs sont passionnés. Toutes les ruses sont bonnes pour ne rien perdre de l'intrigue.
Sur la rive opposée du fleuve, un groupe de curieux se presse derrière une grille. C'est le portail d'un champ de manœuvre militaire. Des exercices ont lieu sous le regard d'un officier, protégé par la garde d'honneur de 2 rangs de fantassins. Le tir à l'arc à cheval était aussi une épreuve imposée aux candidats au titre de mandarin sous les Song. Une multitude de petites scènes plus discrètes. Des amateurs de cerf-volant sont partis loin dans les champs. Les pères y prennent autant de plaisir que les enfants. Un homme compose un tableau. Épié par quelques curieux, il attend la visite d'un autre lettré qui arrive en barque. Un déménagement. D'autres transportent des arbustes. Selon leur rang, les Chinois devaient planter un nombre donné d'arbres chaque année. 2 cavaliers lancés au galop viennent de renverser un porteur. Les hommes trop pressés tombent parfois de leur monture. Drapeau jaune et gong annoncent le passage d'un imposant convoi. Un attelage de 20 chevaux charrie 2 énormes blocs de pierre destinés au palais impérial. Un homme emporte un chien, peut-être pour le manger, et toute une meute le poursuit en aboyant. Tout près, un couple de mendiants. Vagabonds et mendiants sont nombreux dans la ville. Les enfants sont rois et ajoutent leur facétie à l'agitation générale. L'instituteur a du mal à tenir sa classe. Un écolier puni est à genoux, un autre se livre à des acrobaties, un 3e s'est échappé pour aller faire pipi contre le mur de l'école. Dans l'ancienne Chine, on buvait beaucoup d'alcool, même dans les tasses de porcelaine des maisons de thé. En ce jour de fête, tout le monde boit encore plus. Certains jusqu'à s'en rendre malades. Peut-être l'alcool est-il à l'origine de plusieurs disputes. Le jour de la fête de Qingming, on entretient les tombes. Dans l'ébauche dessinée, plusieurs scènes évoquaient ce rituel. Fait curieux, dans la version des 5 peintres, aucun cimetière n'est montré. Comme si les artistes avaient abandonné ce thème pour ne souligner que l'aspect festif de ce jour de concorde. À moins que cela ne traduise la volonté de l'empereur. En faisant revivre ces scènes d'un passé brillant, Qianlong tient cependant à apporter une touche de critique. Il est mandchou. Un siècle plus tôt, sa dynastie a pris possession de la Chine. Un empire que n'avaient pas su préserver ceux de la dynastie Song des siècles auparavant. Une phrase du poème dicté par Qianlong lui-même et placée en tête du rouleau exalte donc la grandeur de la ville, mais se moque des empereurs Song. Ce grand événement est véritablement parfait, se servir des traces restantes pour le rechercher, magnifier la grandeur de Yu d'autrefois, mais aujourd'hui déplorer les empereurs Huizong et Qinzong. La ville de Bianqing est devenue pour les peintres une sorte de figure poétique et politique. Ville rêvée, capitale d'un monde disparu, elle symbolise l'harmonie du cosmos et l'unité de la société. Elle est comme le souvenir vivant d'un âge d'or révolu, mais qui pourrait tout aussi bien nourrir de futures utopies.
tout un monde enroulé sur lui-même et enfermé dans un précieux coffret.